Dans une précédente vidéo, nous avons abordé la Lorraine à la préhistoire. Ici, nous parlons de la Lorraine du temps des Celtes et des Gaulois. Nous verrons ce qui peut subsister de la période celte, par exemple la tombe de la princesse de Rheinheim sur le site de Bliesbrück-Rheinheim, ou encore nous ferons le tour de quelques cités fortifiées appelées Oppida, telles que le camp d'Afrique, le camp de Labure, le col de Saverne. Enfin, pour préparer le passage à l'Antiquité gallo-romaine, nous illustrerons la conquête de la Gaule par les Romains et nous découvrirons le siège d'Alésia sur le lieu même de cet événement. Commençons par situer la période contenue dans cette vidéo. Les populations sont surtout des cultivateurs-éleveurs, utilisant encore les outils en pierre et en silex. Le début de l'Antiquité sur Terre est acté vers l'an -3000 avec deux évolutions majeures, l'invention de l'écriture et le développement de la métallurgie. Mais il faut attendre de nombreux siècles pour avoir trace de l'usage de l'écriture en Europe de l'Ouest, et la métallurgie n'est qu'à un stade embryonnaire sur le territoire de la France. Lors des fouilles archéologiques, on a retrouvé des objets en cuivre ou en or, mais ce sont essentiellement des objets importés. Le développement de la métallurgie du bronze bouleverse le mode de vie des peuples. L'activité métallurgique étant plus complexe, on voit émerger un métier d'artisan. Il faut nourrir et protéger les artisans, ce qui amène à des organisations plus complexes, constituées d'une élite aisée, de bureaucrates pour administrer, d'artisans, de paysans et de guerriers. Les matières n'étant présentes qu'en certains lieux, les échanges commerciaux s'amplifient entre régions ou à grande distance avec les civilisations importantes comme au Proche-Orient. Des richesses de plus en plus nombreuses sont créées et convoitées. Les richesses sont confisquées au profit des souverains et les armes s'améliorant, les guerres deviennent plus nombreuses. La Lorraine est concernée par toutes ces transformations. Par exemple, le site de Sion, où l'homme est présent depuis la préhistoire, connaît un commerce actif durant l'âge du bronze. Bien protégé sur les hauteurs et implanté sur l'axe nord-sud reliant Rhône-Saône et Moselle, il le restera jusqu'à devenir un lieu dédié au culte religieux. Les sépultures collectives perdurent. La grotte dite le Trou des Celtes est un exemple. Mais l'âge du bronze voit l'apparition des tombes individuelles sous tumulus érigées par les dirigeants. Cette pratique dure plusieurs siècles. La tombe dite de la princesse de Rheinheim, estimée vers l'an 370 avant l'an 0, est le plus bel exemple de la région. Le tumulus et la chambre funéraire sont fidèlement reconstitués au parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. Les bijoux et objets de bronze et d'or de la tombe sont remarquables. Entamons maintenant l'âge du fer, cette période qui marque l'apogée des Celtes. Les Celtes sont les diffuseurs de la civilisation du fer en Occident. Le fer est un matériau bien plus résistant que le bronze
Il sert à confectionner les armes et les outils, tandis que le bronze est réservé aux ornements, aux statues et à la vaisselle. Les marchandises et les techniques circulent de plus en plus. Les Celtes construisent leurs fermes ou maisons avec du bois et de la pierre. Des États secrets, notamment au cours du IIIe siècle avant notre ère, États avec ses villes ou ses cités. Mais avec les armes, la violence s'est énormément accrue au cours de l'âge du fer. Les mieux armés dominent les clans rivaux. Pour se protéger, les tribus installent des cités fortifiées sur les hauteurs. On peut dire que la cité fortifiée est la première forme de ville sur notre territoire. On l'appelle un oppidum. Mais qui sont les Celtes installés sur une grande partie de l'Europe? En vérité, on manque d'écrits et de traces concernant leur origine. Les historiens ne peuvent qu'émettre des hypothèses, en admettant ou pas qu'il y a une civilisation celte cohérente dans les rites, les objets fabriqués, les ornements et surtout disposant d'une langue commune. Parmi les hypothèses émises, l'une avance qu'un dialecte serait apparu quelque part en Gaule au cours du 2e millénaire avant notre ère, dialecte qui aurait supplanté la plupart des dialectes présents sur l'Europe de l'Ouest et facilitant le partage d'une culture entre de nombreuses tribus. Une autre hypothèse largement partagée fait état d'une grande maîtrise de la métallurgie du fer dans une zone d'Autriche durant la culture du Hallstatt. Cette culture s'est propagée partout avant de décliner. Une nouvelle culture dite de l'Athènes prend le relais, c'est alors l'apogée des tribus celtes. Tout bouge. Encore une fois, les Germains implantés en Scandinavie traversent la mer Baltique et vont jusqu'à la rive droite du Rhin. Les Belges, poussés par les Germains, migrent. Certaines des tribus, les Médiomatriques, les Leuques et les Trévires, arrivent en Lorraine et s'y implantent. Nous sommes vers l'an -300. En notant la plaine d'Alsace, ne trouvez-vous pas une ressemblance de la Lorraine actuelle avec l'implantation des Leuques et des Médiomatriques? Si vous êtes d'accord, alors on peut dire que la Lorraine actuelle trouve le fondement de sa légitimité territoriale dans l'occupation par les Leuques et les Médiomatriques, deux tribus celtes arrivées dès l'an 300 avant l'an 0, il y a 2300 ans. Les tribus d'Europe de l'Ouest s'appelaient elles-mêmes des Celtes. Ce sont les Romains qui ont donné le nom de Gaulois aux tribus installées sur le territoire qu'ils nommaient la Gaule. En définitive, Celtes ou Gaulois, pour les tribus en France ou en Lorraine, c'est pareil. Découvrons plusieurs cités fortifiées, tout au moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire les remparts. Les habitats construits en bois ont disparu, absorbés par le temps. La tribu des Médiomatriques implante une cité au col de Saverne d'importance économique, administrative et politique. C'est la capitale, bien située pour contrôler les passages entre la plaine d'Alsace et le plateau lorrain. Mais au temps des Romains, la tribu perd l'autorité sur la plaine d'Alsace au profit du peuple des Tribocs. Le site garde trace des remparts typiques des cités fortifiées gauloises et présente des vestiges de son occupation par les Romains. L'activité de la cité du col de Saverne décline quand Metz prend de l'importance et devient capitale.
La ville de Metz est bien mieux située sur les axes commerciaux. La présence sur le mont Hérapel remonte à l'âge préhistorique. Les Médiomatriques ont continué à occuper ce lieu qui devient une cité gauloise fortifiée. À proximité de Nancy, la tribu des Leucs implante 3 oppidas, le camp d'Afrique au sud, la butte Sainte-Geneviève à l'est et le camp de la Fourasse au nord. Le camp d'Afrique est le site où les traces d'une cité fortifiée sont bien visibles et peuvent être découvertes lors d'une belle randonnée. Au camp de la Fourasse, situé sur une colline surplombant la ville de Champignol, on retrouve le modelé de terrain typique des anciennes constructions de remparts. L'organisation en oppidum est estimée vers l'an -120. La butte Sainte-Geneviève laisse peu de traces gauloises, d'autant que le site a servi de lieu de manœuvre militaire au XXe siècle. Le site de la pierre d'appel est occupé par les Celtes, puis fortifié vers l'an -200. Implanté 200 mètres plus haut que le village d'Étival-Clairefontaine, l'oppidum occupe moins de 3 hectares. La présence de la cité, tout comme son voisin le camp de la Bure, est liée au passage de voies reliant Langres à Strasbourg et Metz à Colmar. Le camp de la Bure est en pleine forêt de sapins vosgiens. On y accède par un agréable sentier de randonnée au travers du massif en côtoyant des immenses blocs de grès. Comme tous les oppidas, les hommes utilisent la topographie à leur avantage. Une colline avec des falaises ou des pentes abruptes, au sommet desquelles on trouve des remparts aménagés avec surélévation et fossés. Les remparts ont une hauteur d'autant plus élevée que le risque d'assaut d'un ennemi est fort. L'occupation du camp de la Bure est restée forte durant la période gallo-romaine. Le site dispose de nombreuses constructions et œuvres sculptées.
En partant au sud du département de la Meuse, nous arrivons à l'oppidum de Boviol, considéré comme la capitale du peuple leuc. Dans cet ancien oppidum, nous trouvons une belle illustration de la manière dont est construit un rempart gaulois pour résister et durer. Le peuple des Trévires est venu s'installer sur le nord de la Lorraine, le Luxembourg et une partie de la Sarre actuelle. L'oppidum du Tittelberg, non loin de Longwy, constitue sa première capitale. Les vestiges actuels et visibles sont essentiellement dus à l'occupation durant la période gallo-romaine. L'importance du site du Tittelberg est principalement liée à la présence de minerais de fer dans le sous-sol. C'est ce même minerai qui a permis l'âge d'or de la sidérurgie au XXe siècle. Après leur apogée, les Celtes déclinent, leur territoire est envahi par les Germains au nord et à l'est, et occupé par les Romains depuis le sud. Des dizaines de tribus indépendantes se côtoient, parfois se combattent, mais ne résistent pas aux ambitions de conquête de Jules César. Année après année, Jules César et ses légions, souvent aidés par certaines tribus celtes et par des mercenaires germains, conquièrent la Gaule. Ni les révoltes de tribus, ni la coalition tardive avec le chef guerrier Vercingétorix ne peuvent arrêter l'expansion romaine.
Après la victoire de Gergovie, les Gaulois pourchassent les Romains en fuite, mais Jules César reprend l'ascendant. Vercingétorix se réfugie à Alésia. Jules César le poursuit et établit plusieurs camps autour du site. Vercingétorix fait chercher de l'aide dans toute la Gaule. Jules César utilise le temps pour fortifier ses défenses. Après plus d'un mois, l'armée de secours arrive. Une première attaque basée sur la cavalerie est lancée, mais la cavalerie est contrée puis battue. Les Gaulois mènent une seconde offensive avec les fantassins équipés pour l'assaut des fortifications. Les Romains résistent. Vercingétorix part en assaut par l'intérieur. Malheureusement, les pièges et fossés empêchent sa progression. C'est un échec. Une troisième tentative est organisée avec 60 000 guerriers d'élite par le mont Réa. D'autres fronts sont ouverts dans la plaine. Dans le même temps, Vercingétorix lance des assauts par l'intérieur. Les Romains sont sur le point de céder, mais Jules César envoie judicieusement des renforts sur les points affaiblis. La cavalerie est engagée pour prendre les Gaulois à revers qui finissent par fuir avant d'être massacrés. Tous les assauts échouent. Vercingétorix se replie et le lendemain se rend à César pour épargner son armée.